Port-au-Prince, 12 août 1915. Un nouveau président vient d'être choisi pour diriger Haïti. Son nom, Philippe Sudré d'Artiguenave. Sur le papier, tout semble presque normal. Haïti possède toujours son drapeau, sa constitution, son parlement, son palais national, et désormais, son nouveau président. Mais regardez autour de lui. Dans les rues de Port-au-Prince, il y a des soldats étrangers. Des marines américains ont débarqué 2 semaines plus tôt. Des navires américains sont dans les eaux haïtiennes. Et bientôt, les États-Unis vont exercer une influence directe sur certaines des fonctions les plus importantes de l'État. Les finances, les douanes, la sécurité, et même la capacité du gouvernement haïtien à prendre certaines décisions sans confrontation avec Washington. Alors une question dérangeante apparaît. Que signifie être président d'une république lorsque votre pays est occupé par une puissance étrangère? D'Artiguenave pouvait-il réellement gouverner? Ou était-il devenu le visage haïtien d'un pouvoir dont une partie essentielle se trouvait ailleurs? Pendant longtemps, il serait facile de raconter cette histoire avec un seul mot, marionnette. Mais ce mot est trop simple. Parce que les archives révèlent une histoire beaucoup plus troublante. D'Artiguenave coopère avec les États-Unis. Il ratifie la Convention de 1915. Il gouverne pendant près de 7 ans sous l'occupation. Mais à certains moments, il proteste également contre les actions américaines. Et surtout, derrière son gouvernement apparaît une réalité incroyable. À Washington, le gouvernement américain discute ouvertement de la manière dont le président haïtien doit gouverner. En janvier 1917, le département d'État américain définit même sa politique ainsi. Les États-Unis soutiendront d'Artiguenave tant qu'il administrera le pays conformément aux principes et aux accords conclus entre Haïti et les États-Unis. Relisez mentalement cette phrase. Le président d'Haïti était soutenu par une puissance étrangère, à condition que son gouvernement respecte les accords avec cette puissance. Alors jusqu'où allait réellement le contrôle américain? Pour le comprendre, nous devons revenir au jour où d'Artiguenave devient président. Parce qu'avant même son élection, les Marines étaient déjà là. 2 semaines plus tôt, 28 juillet 1915, Vilbrun Guillaume Sam est assassiné à Port-au-Prince. Son corps est mutilé. Le pays est plongé dans une crise profonde. Le même jour, les Marines américains débarquent. Pour Washington, il faut officiellement rétablir l'ordre, protéger les vies et les intérêts étrangers et empêcher la situation de dégénérer davantage. Mais derrière l'urgence existent également des préoccupations stratégiques et financières américaines plus anciennes. Puis une nouvelle question apparaît immédiatement. Qui va gouverner Haïti? L'un des personnages les plus importants du moment est Rosalvo Bobo, révolutionnaire, nationaliste, adversaire de Guillaume Sam. Il possède des soutiens. Mais Washington ne veut pas de lui. Les autorités américaines le considèrent comme peu favorable à leurs objectifs. Un autre nom émerge. Philippe Sudré d'Artiguenave, ancien sénateur, ancien président du Sénat, originaire des Cayes, un homme considéré comme plus acceptable par les responsables américains. Le 12 août 1915, l'Assemblée nationale choisit d'Artiguenave comme président. Il est important d'être précis. Ce ne sont pas des citoyens américains qui déposent physiquement un bulletin dans l'urne pour élire le président haïtien. L'élection est réalisée par le pouvoir législatif haïtien, mais elle se déroule dans un pays occupé militairement. Et les propres archives historiques du département d'État américain décrivent aujourd'hui l'administration Wilson comme ayant pesé fortement sur le processus afin de favoriser d'Artiguenave. Voilà le paradoxe. Un président constitutionnellement choisi par des institutions haïtiennes, dans un environnement où une puissance étrangère possède déjà une capacité extraordinaire de pression. Et seulement 7 jours après son élection, quelque chose se produit qui montre jusqu'où cette nouvelle réalité peut aller. 19 août 1915. Washington donne une instruction à l'amiral William B. Caperton. Les forces américaines doivent prendre en charge plusieurs bureaux de douane haïtiens. Jacmel, Les Cayes, Jérémie, Miragoâne, Petit-Goâve, Port-au-Prince, Saint-Marc, Gonaïves, Port-de-Paix, Cap-Haïtien. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'en 1915, les douanes constituent une source essentielle de revenus pour l'État haïtien. Chaque marchandise qui entre, chaque marchandise qui sort, chaque taxe collectée, tout cela représente l'oxygène financier de la République. Et les instructions américaines sont remarquablement précises.
Les droits d'importation et d'exportation doivent être collectés et déposés dans des comptes contrôlés selon le dispositif mis en place par les autorités américaines. Une partie des fonds doit servir à la constabulary, aux travaux publics, et même au soutien du gouvernement d'Artigonave. Pensez à ce paradoxe. D'Artigonave est président d'Haïti, mais une puissance étrangère vient de prendre en charge une partie vitale des revenus de l'État qu'il dirige. Pour un pays qui avait payé si cher son indépendance, la situation est profondément symbolique. 111 ans après 1804, Haïti possède toujours son drapeau. Mais qui contrôle l'argent qui entre dans les caisses de l'État? Et ce n'est que le début, car quelques semaines plus tard, d'Artigonave doit prendre l'une des décisions les plus importantes de toute sa présidence. Septembre 1915. Les États-Unis veulent un accord, une convention entre Washington et Port-au-Prince. Officiellement, le texte doit permettre de stabiliser les finances, maintenir la tranquillité et favoriser le développement économique. Mais pour de nombreux Haïtiens, certaines dispositions touchent directement à la souveraineté nationale. Et voici un détail essentiel. Le gouvernement d'Artigonave ne se contente pas immédiatement d'accepter tout ce qu'on lui présente. Les négociations sont difficiles. Louis Borneau, alors ministre haïtien des Relations extérieures, explique aux représentants américains que certaines modifications sont nécessaires. Pourquoi? Parce qu'il cherche, selon les archives diplomatiques américaines elles-mêmes, à satisfaire les demandes des États-Unis, mais d'une manière moins humiliante pour le peuple haïtien. Ces mots sont extraordinaires, parce qu'ils nous montrent que les dirigeants haïtiens eux-mêmes comprennent parfaitement ce qui est en jeu. La convention est finalement signée le 16 septembre 1915. Le lendemain, d'Artigonave la ratifie. Le Parlement haïtien l'approuvera ensuite. La convention permet notamment la nomination d'un conseiller financier et organise une nouvelle force de sécurité, la gendarmerie. Elle donne également aux États-Unis une influence considérable sur la gestion financière du pays. Et son article 14 prévoit une aide américaine pour préserver l'indépendance haïtienne et maintenir un gouvernement capable de protéger les vies, les biens et les libertés. Mais derrière les mots diplomatiques, la question reste entière. Qu'est-ce qu'une indépendance protégée par une puissance qui contrôle une partie des mécanismes essentiels de votre État? D'Artigonave présente pourtant publiquement la Convention comme une voie vers la stabilité et le progrès. Était-il convaincu qu'Haïti n'avait pas d'autre choix? Pensait-il pouvoir utiliser la présence américaine pour reconstruire l'État? Ou acceptait-il simplement le rapport de force? Les archives ne permettent pas de lire dans son esprit, et nous ne devons pas l'inventer, mais elles permettent de constater quelque chose. Lorsqu'il juge certaines actions américaines excessives, d'Artigonave proteste. Septembre 1915. La présence américaine provoque une colère croissante. Les forces américaines ont pris possession de bureaux de douane. La possibilité d'imposer la loi martiale est évoquée, et d'Artigonave réagit. Dans un message transmis aux États-Unis, il dénonce ce qu'il considère comme l'action arbitraire des forces américaines dans la prise des douanes. Il avertit que ces mesures ont poussé l'opinion publique haïtienne à un niveau de tension extrême. Et il insiste sur un principe fondamental, l'indépendance d'Haïti. Ce détail est important, parce qu'il empêche de réduire d'Artigonave à une caricature. Oui, il coopère. Oui, il signe. Oui, son gouvernement fonctionne sous occupation. Mais non. Cela ne signifie pas qu'il accepte silencieusement absolument tout. D'Artigonave se trouve dans une position presque impossible. S'il affronte directement Washington, quelle puissance militaire possède-t-il réellement pour imposer sa volonté? S'il coopère, il risque d'être considéré comme l'homme de l'occupant. C'est le piège de sa présidence. Résister sans avoir les moyens de résister. Coopérer sans paraître abandonner la souveraineté. Et cette contradiction va devenir encore plus spectaculaire. Parce qu'en 1917, le conflit ne concerne plus seulement les douanes ou les finances. Il concerne le texte fondamental de la République, la Constitution. La Constitution haïtienne limitait historiquement la propriété foncière étrangère. Pour un pays né d'une révolution anticoloniale, la terre n'était pas simplement un bien économique. Elle représentait une partie de l'indépendance. Mais les autorités américaines souhaitent une nouvelle constitution, et le Parlement haïtien résiste à certains changements. La crise devient majeure.
En 1917, le corps législatif est dissous. Haïti se retrouve sans parlement fonctionnant normalement. Puis un nouveau texte constitutionnel est soumis à ratification populaire. La Constitution de 1918 introduit notamment un changement historique. Les étrangers peuvent désormais posséder des biens immobiliers en Haïti sous certaines conditions. Mais il existe dans ce texte une disposition encore plus stupéfiante. La Constitution déclare valides les actes accomplis par le gouvernement des États-Unis pendant l'occupation militaire. Réfléchissez à cela. Une constitution haïtienne ratifiant les actes déjà accomplis par la puissance occupante. Voilà pourquoi demander simplement « D'Artiguenave était-il président ?» ne suffit pas. Bien sûr qu'il était président. La véritable question est « Quelle était l'étendue réelle de son pouvoir ?» Parce qu'à cette époque, les finances sont placées sous une forte tutelle. La gendarmerie est structurée sous direction américaine. Les marines sont présents. Les douanes sont contrôlées. Et désormais, l'ordre constitutionnel lui-même est profondément transformé sous l'occupation. Mais pendant que cette bataille institutionnelle se déroule à Port-au-Prince, dans les campagnes, une autre réponse à l'occupation est en train de naître. D'un côté, D'Artiguenave, palais national, négociations, traités, diplomatie, compromis. De l'autre, les campagnes, les cacos. Et bientôt, Charlemagne-Péralte. Pour certains Haïtiens, il n'y a rien à négocier. Une armée étrangère se trouve sur le sol national. Elle doit partir. La résistance armée s'intensifie, mais les forces américaines disposent d'une puissance militaire supérieure. La guerre contre les cacos devient brutale. Et au milieu de cette occupation existe également une autre politique qui nourrit profondément la colère. La corvée. Un système de travail obligatoire est utilisé pour la construction et l'entretien des routes. Les autorités américaines présentent les infrastructures comme nécessaires à la modernisation du pays. Mais pour de nombreux paysans soumis au système, la réalité peut prendre une toute autre signification. Travail imposé, contrainte, abus, humiliation. Et c'est ici que l'histoire devient profondément humaine. Imaginez un paysan haïtien. Son grand-père lui a raconté que ses ancêtres avaient combattu pour ne plus travailler sous la contrainte d'un maître étranger. Et maintenant, plus d'un siècle après 1804, des hommes peuvent à nouveau être forcés de travailler sous un système imposé pendant une occupation étrangère. Nous devons faire attention aux comparaisons faciles. La corvée de l'occupation n'est pas le système esclavagiste de Saint-Domingue. Mais pour une population héritière de cette histoire, la symbolique pouvait être explosive. Et la résistance augmente. En 1919, Charlemagne-Péralte est tué par une patrouille de Marines. La résistance continue quelque temps, puis elle est progressivement écrasée. D'Artiguenave reste au palais national, mais une question devient de plus en plus difficile à éviter. Que signifie gouverner un pays dont une partie de la population combat précisément le système politique dans lequel votre gouvernement fonctionne ? Et maintenant, voici peut-être l'un des documents les plus révélateurs de toute la présidence d'Artiguenave. 6 janvier 1917, Washington. Le département d'État transmet les grandes lignes de la politique américaine en Haïti. Le message explique en substance que les États-Unis soutiendront d'Artiguenave tant qu'il administrera son gouvernement conformément aux principes et aux accords conclus entre les deux pays. Washington indique également qu'une tentative de renverser d'Artiguenave ne sera pas tolérée. Autrement dit, la puissance occupante ne contrôle pas seulement des soldats, elle ne contrôle pas seulement les douanes, elle ne possède pas seulement une influence financière. Elle intervient également dans les conditions politiques permettant au président haïtien de rester au pouvoir. Et c'est là que nous pouvons enfin répondre à notre question. Jusqu'où les États-Unis contrôlaient-ils Haïti sous d'Artiguenave? Pas absolument tout. Haïti n'est pas officiellement annexé aux États-Unis. D'Artiguenave n'est pas un fonctionnaire américain. Des ministres haïtiens existent. Des institutions haïtiennes continuent de fonctionner, même si certaines sont profondément affaiblies ou transformées. Des responsables haïtiens négocient, protestent, tentent parfois de modifier les exigences américaines, mais sur plusieurs leviers fondamentaux de la souveraineté. Le pouvoir américain est immense. Finances, douane, sécurité, présence militaire, influence constitutionnelle et capacité d'intervenir directement dans la stabilité du gouvernement.
Haïti reste juridiquement une république indépendante. Mais l'espace dans lequel son président peut exercer librement cette indépendance est devenu extrêmement étroit. Regardons une dernière fois Philippe Sudré d'Artigonave. Pas comme un héros, pas comme un traître, pas comme une caricature, mais comme le président d'un pays placé dans une situation extraordinaire. Lorsqu'il arrive au pouvoir en août 1915, les Marines sont déjà là. Lorsqu'il quitte la présidence en 1922, ils sont toujours là. Cette année, pendant ces 7 années, Haïti aura connu une convention qui limite profondément son autonomie financière, le contrôle américain de ses douanes, une gendarmerie sous forte direction américaine, une constitution profondément transformée, la dissolution du Parlement, la résistance des Cacos, la mort de Charlemagne Péralte. Et derrière toutes ces crises, une question qui n'a jamais disparu. Qui gouverne réellement Haïti? D'Artigonave, Washington, les deux? La réponse dépend du domaine. Et c'est précisément ce qui rend cette période si importante. Parce qu'une nation ne cesse pas nécessairement d'être souveraine lorsque son drapeau disparaît. Parfois, le drapeau continue de flotter. Le président continue de signer des documents. Les ministres continuent d'entrer dans leur bureau. Les cérémonies continuent. L'hymne national continue d'être joué. Mais progressivement, les décisions les plus importantes peuvent être prises sous la pression d'un pouvoir situé ailleurs. Et peut-être que c'est cela que 1915 nous oblige encore à comprendre. Pour nous Haïtiens, en Haïti, à Montréal, à Miami, à New York, à Boston, à Paris, au Chili, en République dominicaine, et partout où notre diaspora transporte un morceau de cette nation, l'indépendance ne peut pas être seulement un souvenir de 1804. L'indépendance doit être une réalité institutionnelle. Pouvoir financer son État, pouvoir contrôler son territoire, pouvoir choisir ses dirigeants, pouvoir écrire ses lois, pouvoir décider de l'utilisation de ses ressources, pouvoir dire oui, mais surtout, pouvoir dire non. Nos ancêtres ont payé l'indépendance avec leur sang. Mais l'histoire de d'Artigonave nous rappelle une vérité beaucoup plus difficile. Gagner la souveraineté est une bataille. Construire un État capable de la protéger en est une autre. D'Artigonave quitte finalement le pouvoir en 1922. Mais l'occupation ne se termine pas. Un nouvel homme arrive. Son nom, Louis Borno. Et sous Borno, le débat va changer. Route, école, finance, administration, modernisation. Les défenseurs du système parleront de progrès. Ses adversaires parleront d'une modernisation imposée sous occupation. Alors une nouvelle question va déchirer Haïti. Peut-on moderniser un pays lorsqu'il ne contrôle pas pleinement sa propre souveraineté? C'est l'histoire de Louis Borno, et ce sera notre prochain chapitre dans Mémoire d'Haïti. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne laissez pas cette histoire mourir avec cette vidéo. Envoyez-la à un Haïtien, à votre père, à votre mère, à vos enfants, à quelqu'un qui est né loin d'Haïti mais qui porte encore Haïti dans son cœur. Parce que notre diaspora peut vivre à des milliers de kilomètres de Port-au-Prince sans jamais cesser d'appartenir à cette histoire. Nous n'étudions pas notre passé pour apprendre à haïr. Nous l'étudions pour comprendre, pour transmettre, et pour que les générations qui viendront après nous sachent combien notre souveraineté a coûté, et pourquoi elle ne doit jamais être considérée comme acquise. Notre histoire ne doit pas être oubliée. Notre histoire ne doit pas être simplifiée. Notre histoire doit être comprise. Parce que cette histoire, c'est la mémoire